Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix d'Espagne. On va faire un débrief un petit peu rapide, un petit peu en retard aussi, de ce Grand Prix d'Espagne. On va essayer de résumer un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce Grand Prix d'Espagne. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que voilà, j'ai regardé un bon Grand Prix? Est-ce que c'était intéressant d'enlever les deux dernières chicanes? Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks, EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, que ce soit Deezer, Spotify, Amazon, Google, et puis vous pouvez aller voir également TikTok, même si en ce moment c'est calme, et vous abonnez également à TikTok. Du côté de ce Grand Prix d'Espagne, domination encore de Max Verstappen, des Mercedes un peu plus en forme, Ferrari qui est complètement perdu, et on va dire une hiérarchie qui sur le haut du paquet a été pas énormément modifiée par rapport au Grand Prix précédent, à part peut-être McLaren, qui avait fait un bon Grand Prix de Monaco et qui a été plus en difficulté, mais grosso modo, dans ce top 10, on retrouve un petit peu les mêmes têtes, à part Zhou Guanyu et Lance Stroll, peut-être qu'on voit un peu moins, mais je dirais qu'on a, voilà, on a les top teams qui sont toujours là aux avant-postes, et puis Alpine qui confirme un petit peu, même si le Grand Prix a été un petit peu plus compliqué pour l'équipe française. Du côté de la note de ce Grand Prix, j'avais mis une note assez mauvaise pour Monaco. J'ai même oublié de regarder ce que j'avais fait comme note. Hop, pour Monaco, j'avais mis une bonne note, pardon. Pour Monaco, j'avais mis 16 sur 20, c'était le Grand Prix d'avant à Miami où j'avais mis vraiment une mauvaise note. Mais là, je vais être plus sur un 12 sur 20. Alors, certes, Verstappen a dominé, certains diraient que c'est un petit peu une purgeasse ce Grand Prix, mais moi j'ai bien aimé le fait d'enlever la chicane. Je trouve qu'en qualification avec la pluie ça a été très intéressant, très spectaculaire. On a eu également une belle bagarre, je trouve, en milieu de paquet. C'était assez serré, il y avait des bagarres intéressantes, il y avait des batailles qui étaient assez intéressantes. Par contre, c'est vrai que pour les avant-postes, c'était compliqué. Verstappen était au-dessus, mais je trouve qu'il y avait des bagarres stratégiques, il y avait des choses intéressantes. Mais ouais, le circuit en termes de possibilités de dépassement, ça se déroule quand même dans une seule zone du circuit. Et on voit qu'avec ces fins larges, c'est très compliqué de dépasser à Barcelone. On a eu des grands prix à Barcelone qui étaient un peu plus intéressants. On a eu également des grands prix pires. Donc c'est pour ça que je mets 12 sur 20. Du côté du bilan des Bleus rapidement. Du côté d'Alpine, c'est un week-end intéressant. On confirme un petit peu ce qu'on a vu quand même à Monaco. Je pense qu'ils auraient même pu encore faire mieux, mais en course ça a été un peu moins bien, notamment au niveau du rythme de course qui était un peu plus en difficulté. Mais je trouve qu'Esteban Ocon fait encore un Grand Prix intéressant. Pour Pierre, c'est un peu plus compliqué, mais il a raté son départ. Pierre, il perd beaucoup de temps sur la phase de départ. Il perd au moins 3-4 positions à la fin du premier tour. Et ça lui coûte quand même sur son premier relais, où il est obligé un peu plus de cravacher et de tenter des choses. Et les 10 secondes par rapport à Alonso, elles sont là pour Pierre Gasly. Mais c'est vrai qu'en rythme de course, ils étaient un peu plus en difficulté chez Alpine. Donc voilà, il y a eu des choses intéressantes parce qu'en qualif, on voit Pierre fait un bon chrono. Bon, ensuite, sur la grille du départ, il a été pénalisé. Mais Esteban Ocon était pas mal aussi. Les temps étaient bien pour les deux. Ils étaient vraiment dans le middle pack. C'était intéressant. Ils étaient à la lutte avec Lance Stroll. Notamment. Par contre, en course, c'est vrai que le rythme était moins bon pour ces deux pilotes. Mais ça montre quand même que du côté d'Alpine, on est plutôt sur la bonne voie parce que Barcelone, c'est quand même un circuit où il faut avoir un bon package pour être performant. C'est un circuit où on a à la fois des virages lents, des virages rapides. Alors c'est vrai qu'on a un peu moins de virages très lents maintenant. On a à la fois une belle ligne droite. Ça demande de l'utilisation du moteur. Ça demande un moteur surtout facile d'utilisation.
Et c'est vrai que l'Alpine s'est plutôt bien débrouillé sur ce week-end avec un Pierre Gasly qui a réduit l'écart quand même avec Esteban, notamment en termes de rythme. L'écart était vraiment extrêmement réduit. En qualif, Pierre était devant, mais même en course, parfois il a un peu plus de mal, Pierre, par rapport à Esteban, c'était pas mal. Donc bon Grand Prix du côté d'Alpine. On marque des points encore pour la 5e place du championnat du monde. Et même on est un peu revenu, je pense, sur Ferrari. Peut-être, non, peut-être pas en termes de points quand même, mais on a marqué des points qui étaient intéressants. Du côté donc de Verstappen, week-end parfait, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a dominé. Il était seul au monde. Et il était tellement seul au monde, Verstappen, ce week-end, que j'ai l'impression qu'il s'ennuyait un peu. C'est-à-dire que dans la voiture, il avait du mal à rester concentré parce qu'il était tellement une jambe au-dessus de tout le monde que c'était très difficile de rester concentré pour Verstappen, d'où la pénalité qui a failli tomber, parce qu'il gagne quand même avec 25 secondes d'avance, mais il a failli se prendre une pénalité de 5 secondes parce que pour dépassement des limites de piste, mais il était tellement au-dessus ce week-end, Verstappen, que c'était dur de rester concentré. C'est comme quand vous jouez à FIFA en mode facile. Il y a des FIFA où quand vous jouez en mode facile, c'est tellement facile que putain, vous vous emmerdez. Moi j'ai un peu ce problème-là avec FIFA parce que en termes de niveau de difficulté, tu aurais vu FIFA parce que j'ai pas joué dernier. Mais moi j'avais toujours du mal entre de plusieurs niveaux de difficulté parce que soit ça commençait à être un peu trop dur pour moi, soit c'était un peu facile et je me faisais chier. Et là, à Verstappen, il était totalement dans cette situation-là où il avait une marge énorme sur ses adversaires et c'est vrai que c'était pas hyper passionnant pour lui. Donc je pense qu'il s'est à certains moments un petit peu ennuyé. Mercedes. Vendredi qui n'était pas facile pour Mercedes. Quand vous voyez l'interview d'Hamilton, quand vous voyez l'interview de Russell, Hamilton même, il dit grosso modo presque, bon la voiture elle est pas bonne, on peut pas faire de miracle avec. Il était presque résigné Hamilton après la journée de vendredi. Et puis ils ont remercié Mick Schumacher, l'équipe du simulateur qui a fait un énorme travail. Alors ça c'est vrai que ça a toujours été la force de Mercedes depuis l'arrivée de Toto Wolff. C'est qu'ils ont une force pour rebondir rapidement que n'ont pas d'autres équipes. Il y a des années où ils ont parfois changé de voiture du tout au tout entre les essais libres, les essais de la première semaine d'essais privés à Barcelone, ils avaient complètement changé le châssis et une partie de la voiture pour la deuxième session d'essais privés de pré-saison. Et ça a toujours été la force de Mercedes. Ocon faisait énormément de travail dans le simulateur, ça avait énormément aidé Hamilton et Russell. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est capable de partir mal le vendredi et vraiment de rectifier le tir ensuite. Et c'est vrai que la Mercedes semble très rapide en rythme de course, vraiment plus rapide que la Ferrari. Plus rapide même certainement que Fernando Alonso. Par contre, en rythme de qualif, il y a encore un déficit pour la Mercedes. C'est certainement dû à une vitesse de pointe qui n'est pas encore optimale. Et puis bon, j'avais dit, c'est pas une surprise non plus que Mercedes n'ait pas fait un week-end complètement abouti, c'est-à-dire que le vendredi a été difficile et que le reste du week-end a été performant. Parce que j'ai encore dit, Mercedes, ils ont un nouveau concept de ponton, il va falloir le comprendre, ce nouveau concept de ponton. Forcément, quand on est dans une situation où on essaie de comprendre un nouveau concept aéro, on fait des erreurs, on peut se planter. Ce qui va arriver en fait à Mercedes, c'est qu'ils vont se planter encore quelques fois avant de trouver la recette magique, de trouver la bonne base de réglage pour ce format-là de ponton, pour ces nouvelles améliorations de voiture. Mais il semblerait que du côté de Mercedes, cette voiture se comporte bien et soit beaucoup plus facile d'utilisation également qu'elle pouvait l'être auparavant. Sergio Pérez, 4e, il s'en sort bien. Il sauve la mise quand même, Sergio Pérez, mais il se prend quand même 35 secondes par Verstappen et un Verstappen qui n'était pas à 100%. Éliminé très tôt en qualification aussi. Pas mal d'erreurs faites en qualification et on reste sur mon avis que j'avais dit lors du dernier Grand Prix de Monaco. C'est-à-dire que Sergio Pérez, j'ai l'impression que quand il a un peu la pression sur les épaules, c'est très compliqué pour lui. Mais après, Pérez, Rosberg il est très critique avec lui et j'ai lu ses propos en français, la traduction française, je ne sais pas si c'était les bons. Mais quand il critique Pérez, je trouve sur ces propos-là, je trouve que Christian Horner, il avait raison de défendre son pilote.
Pérez, il n'a pas été payé au départ pour être numéro 1 de l'équipe, il a été payé pour être numéro 2. Comme Barrichello. Pour moi, il fait le job de Barrichello. C'est juste qu'aujourd'hui, si Verstappen est aussi performant, c'est parce qu'il a un équipier qui est performant et qui ne lui tire pas dans les pattes non plus. Pourquoi il n'était pas champion du monde avec Ricardo? C'est qu'ils avaient tendance quelquefois à se tirer dans les pattes. Pourquoi il n'a pas été champion du monde quand il y a eu Albon ou quand il y a eu Gasly? C'est parce que l'écart de performance entre ces pilotes-là et lui était trop important. Là, pourquoi il arrive désormais à être performant? C'est qu'il a aussi un équipier qui lui permet d'être performant, qui l'aide aussi dans le travail à l'usine. Et je pense que c'est ce qui fait la différence par rapport à ses équipiers précédents. Après, du côté de Pérez, on peut être inquiet pour la suite de la saison. C'est parce que Red Bull va avoir très peu d'évolution à partir de maintenant. C'est-à-dire que les évolutions vont vraiment être au compte-gouttes du fait qu'ils ont un temps de soufflerie qui est inférieur à leurs concurrents. Et ça peut vraiment les gêner sur la dernière partie de saison du fait de la pénalité de dépassement de budget qu'ils ont eu l'année dernière. Bon, Ferrari, Carlos Sainz, pas dans le coup en rythme de course. Ils n'ont pas compris les pneus. C'est fou, les pneus ont un peu évolué, mais ils ne savent pas utiliser quel pneu à quel moment et la voiture a du mal à gérer ces pneus Pirelli en fait. On a l'impression que c'est un des soucis de la voiture. Quand on voit les rythmes qu'avait Leclerc pendant tout le Grand Prix, c'était terrible. Pour Charles Leclerc, il n'avait pas de rythme, mais pas du tout de rythme. Et du côté de Carlos Sainz, le rythme de course, il n'était pas bon. C'est-à-dire qu'il part quand même devant avec Verstappen, qu'il est à deux doigts de menacer Verstappen au premier tour, pour à la fin du Grand Prix finir à 45 secondes, sans forcément que du côté de Verstappen, on ait tenté un coup tactique, sans forcément que du côté de Ferrari, on ait tenté un coup tactique qui n'aurait pas fonctionné. Non, c'est juste que Ferrari n'arrive pas à comprendre les pneus et n'arrive pas à faire fonctionner les pneus. Bon, voilà, c'est le problème chez Ferrari. On va voir comment ça va se passer pour d'autres Grands Prix. Mais là, ici, ils n'arrivaient pas à faire fonctionner les pneus. Ils avaient un rythme de course qui était assez mauvais, il faut le dire. Très loin de ce que faisait Mercedes, mais pas très loin non plus de ce que faisait Alpine. Donc voilà, ils sont pas très loin. Stroll 6, Alonso 7, Aston Martin qui rentre un peu dans le rang sur ce week-end. Du côté de Lance Stroll, il finit devant son équipier, mais on a bien compris que Fernando Alonso n'a pas voulu attaquer Lance Stroll. Et c'est presque une stratégie d'Alonso parce qu'il y a un moment, Lance Stroll, il faudra qu'il laisse sa place et il laissera sa place parce que Alonso ne l'aura pas attaqué. Et après, Alonso, c'était pas. L'Aston marchait moyen ce week-end. Faudra voir si c'est encore le cas sur d'autres Grands Prix. C'est vrai qu'ils ont dit on va faire énormément d'évolutions dans l'année. Sauf que faire énormément d'évolutions, si ça marche pas là, ça peut être un problème. Et donc c'est bien de vouloir modifier les 2 tiers de sa voiture. Mais pour modifier les 2 tiers de sa voiture, il faut aussi que les évolutions fonctionnent et que les premières évolutions fonctionnent. Et là, du côté d'Aston Martin, il semblerait que ce qu'on ait fait du côté de Barcelone n'ait pas vraiment fonctionné. Et puis, contrairement à Mercedes, qui a toujours été très bon pour rectifier le tir, Aston Martin, c'est encore une équipe récente. L'usine est encore toute neuve et encore en cours de construction, je dirais, l'usine. Voilà, le travail en simulateur a peut-être été moins bon également que le travail de Mercedes. Bon, Alpine, on en a déjà parlé. Zhou Yu, 9e, il confirme un peu qu'il est devant Bottas. C'est vrai que Bottas, c'est un peu inquiétant parce qu'il n'arrive pas à rectifier un petit peu le tir. C'est vrai que Zhou le concurrence énormément. Elle fait du bon boulot, tout simplement. Là, il a saisi encore l'opportunité de marquer 2 points. Et surtout, j'ai envie de dire avec Bottas, ce qu'on pourrait quand même notifier avec Valtteri, c'est que normalement, c'était lui qui devait être le meneur de cette équipe. Il finit quand même 10 places derrière son équipier. Alors, certes, il y a eu des trucs, des éléments comme ça, mais pour Bottas, c'est quand même inquiétant pour la suite de sa carrière en Formule 1. Et on a l'impression quand même que tous les pilotes d'expérience qui vont chez Alpha, notamment Raikkonen, ils ont beaucoup de mal quand ils arrivent chez Alfa Romeo. Et c'est un peu dommageable, voilà, pour Bottas pour le moment. Surtout que le projet Audi, je pense que le projet Audi, il ne fait pas partie du projet Audi. Donc ils vont peut-être vouloir du côté de chez Audi déjà placer des pilotes dans l'équipe Sauber qui pourraient mettre en difficulté Valtteri Bottas.
Du côté de Charles Leclerc, donc pas de rythme, je vais pas revenir là-dessus. Tsunoda, toujours devant Nyck de Vries, même si là l'écart était un peu réduit. Malgré tout, l'AlphaTauri n'est pas très performante. McLaren, ils ont fait illusion en qualification. Par contre, en course, Norris, on a un peu trop fait, mais c'est un pilote qui sait que c'était un peu sa seule solution pour tenter de marquer des points. Il fallait qu'il prenne des risques. Bon, il en a un peu trop fait et ça passait pas avec Hamilton. Je suis même assez surpris qu'il ait pas reçu de pénalité, Norris. C'est là où on voit encore toute la cohérence des prises de décision de la FIA, parce que je pense que si ça avait été d'autres commissaires sur d'autres pistes, il aurait pris une pénalité au moins de 5 secondes. Là, il n'a rien pris. Donc assez surpris. Et ça ne pouvait pas passer avec Hamilton. Le trou de souris, ça ne pouvait pas le faire. Et c'est dommage pour Norris, parce qu'en plus, il finit derrière son équipier. Et que Norris, il est dans la même situation que Pierre Gasly la dernière. C'est-à-dire que soit il arrive à trouver une équipe un peu plus performante, donc il arrive à trouver un plus chez Ferrari, chez Mercedes, chez Red Bull dans les 2 ans qui viennent. Soit j'ai peur que Norris, du futur crack qu'on nous promettait et qu'on pouvait voir en F2, Lando Norris, il soit peut-être jamais champion du monde. Parce que c'est très rare les pilotes qui deviennent champions du monde après, on va dire, une dizaine de saisons en Formule 1. Il y a eu Button, mais il n'y en a pas eu 150 non plus. Il y a eu Scheckter aussi qui était arrivé tardivement, qui avait mis beaucoup de temps avant d'être champion du monde. Mais là, il est quand même dans une situation, Norris, où ça serait bien de trouver un autre point de chute. Parce que déjà, du côté de McLaren, on n'a pas l'impression que ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Là, on nous dit, grosso modo, ils vont encore changer de moteur, peut-être prendre le moteur Ford, qui sera quand même un moteur inédit. Le moteur Ford, on ne sait pas trop comment il va marcher, ce moteur-là. Mais on sent que McLaren n'arrive pas à attirer un constructeur. Et je ne sais même pas s'il souhaite attirer un motoriste, ce qui, je trouve, est un petit peu navrant. Du côté de Haas, on n'avait pas de rythme ce week-end. Donc, que ce soit Hülkenberg ou Magnussen. Bon, on voit encore Hülkenberg qui est fini devant Magnussen et puis Albon et Logan Sargent dernier, mais la Williams n'est encore pas performante sur ce week-end. On passe au championnat constructeur, pilote déjà, avant le championnat constructeur. Du côté du championnat pilote, c'est Verstappen qui est en tête avec 170 points. Je vais remonter un petit peu. Voilà, 170 points. Perez 117, donc l'écart est quand même grand désormais entre les deux pilotes. Alonso 99 points, qui prend aussi un petit écart par rapport à Perez. On a ensuite Hamilton avec George Russell. Carlos Sainz aussi qui dégringole à la 6e place. Charles Leclerc 7, Lance Stroll 8, Ocon et Gasly 9 et 10, toujours très proches. Pierre Gasly qui passe... Non, il était déjà devant Lando Norris, il passe pas devant Lando Norris. Mais on voit Esteban Ocon qui reste assez proche d'un Stroll et pas très loin non plus d'un Charles Leclerc. Et puis Zhou passe désormais 15e à égalité avec Bottas, sauf qu'il a marqué des points sur 2 courses, Zhou. Et puis De Vries et Logan Sargent, eux, n'ont toujours pas marqué le moindre point. Et du côté du classement constructeur, Red Bull est en tête largement. Ensuite, on retrouve Mercedes qui prend un petit peu de marge sur Aston Martin. 4e, Ferrari qui voit quand même Renault, Alpine rester à 60 points. McLaren, Mercedes qui voit Renault s'éloigner. Désormais, il y a 23 points d'écart entre ces deux équipes. On retrouve ensuite Haas et Alfa Romeo égalité avec 8 points. AlphaTauri 2 points et Williams, Mercedes 1 petit point. Le point marqué par Albon lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Nous, on se retrouve notamment pour les sports mécaniques avec les 24 heures du Mans. Et puis également, il y aura de la moto, de la Formule 1 dans les jours à venir. Allez, ciao, ciao sur la Production.